Mon cher Georges Leroux, bon, vous, je connais la réponse, mais les auditeurs, tiens, je pourrais adresser en fait la question aux auditeurs. Pensez-vous, comme Mario Dumont, qu'il y a un complot des multiculturalistes montréalais pour enlever les sapins de Noël des écoles? Si oui, eh bien, le livre dont va vous parler Georges Leroux pourrait vous rendre service. Voici en effet un essai assez décapant sur la peur de l'autre, sur les peurs de l'Occident en contexte de mondialisation. On parle du dernier essai de Tzvetan Todorov, qui donc vient de faire paraître La peur des barbares. On pourrait peut-être rappeler un peu qui est ce Tzvetan Todorov. Je le connais peu, moi, mais il est important. Oui, Tzvetan Todorov a une œuvre... c'est rare qu'on puisse dire ça de quelqu'un. Hein. Il a vraiment une œuvre. C'est quelqu'un qui était très connu déjà à la fin des années 60, au début des années 70. C'est un Bulgare qui connaissait très très bien la tradition russe. Et donc qui est arrivé en France à la même époque que par exemple Julia Kristeva, qui est sa compatriote, et qui avait été l'élève de Jacobson, donc qui connaissait très très bien la théorie du roman, la théorie du récit. À l'époque, vous savez, tout était dans l'approche par les signes. C'était la grande époque de la sémiotique. Et donc, Todorov s'est imposé comme un éminent spécialiste de la théorie du langage. Et puis, il a fait beaucoup de livres, énormément de travail sur les récits. Et puis, il s'est éloigné un peu de ça. Il a pris une distance par rapport au formalisme et il a fait un livre où il a exposé de manière autobiographique son retournement. Il s'est aperçu que ce formalisme très sec, qui était dans l'air du temps, c'est-à-dire qui niait la réalité de la subjectivité, la possibilité qu'un auteur soit véritablement derrière ce qu'il écrit. On était en quelque sorte prisonnier de la maison du langage. Il s'est donc repris en adoptant une posture qui, depuis, est la sienne, c'est-à-dire celle d'un humaniste. C'est-à-dire, il a redonné toutes ses lettres de noblesse, non seulement à l'idée d'auteur, il a écrit sur plusieurs écrivains, de peintres, il a fait des livres absolument admirables sur la peinture hollandaise et la domesticité. C'est parmi les préférés. Éloge du quotidien, je trouve que c'est un livre qui est vraiment une merveille. C'est un livre sur la peinture vraiment des intérieurs hollandais. Mm-hmm. Et donc depuis les dernières années, c'est un homme donc qui a vieilli, qui a une maturité. Il s'intéresse de plus en plus à cette idée donc de la crise de la culture occidentale. Et le livre qu'il nous amène aujourd'hui, La peur des barbares, c'est un livre qui porte sur ça. Maintenant, qui sont les barbares? Alors, évidemment, les barbares sont toujours ceux qu'on a en face de nous. C'est-à-dire, c'est pas c'est nous, l'autre, finalement, ça aurait pu s'intituler La peur de l'autre. C'est pas nous-mêmes. Et donc, il faut les définir. Et pour Todorov, qui observe très finement la situation européenne, il voit bien que la peur des barbares, c'est une peur qui s'alimente d'un grand imaginaire. Alors, lui, il voit 3 groupes de pays dans le moment. Et c'est comme ça que son livre... commence. D'abord, il y a les pays de l'appétit, c'est-à-dire les pays qui réclament leur place au banquet des riches et qui ont de bonnes chances de nous en déloger et d'y prendre leur place. Alors, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie. Bref, des pays qui sont peut-être moins souffrants que d'autres, mais qui nous déplacent et qui nous font peur un peu, mais qu'on n'a pas tendance à regarder trop comme des barbares. Enfin, on pourrait peut-être faire une petite exception pour certaines choses russes, mais pour le reste, non. Alors, à côté d'eux, il y a les pays du ressentiment. Alors, évidemment, c'est ceux-là qui nous font peur un peu, peut-être plus même, sont les pays musulmans, qui sont animés par, il fait une analyse que je partage d'ailleurs, par un sentiment d'humiliation. D'abord, depuis la chute du califat, c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale, il y a une perte du sentiment identitaire dans ces pays-là. Il y a un renoncement à l'idée que ces pays-là vont s'unifier, comme on le leur avait promis, hein, les accords Sykes-Picot. Et donc, c'est une longue histoire qui se développe jusqu'au 11 septembre et qui fait que dans ces pays, dans le moment, il y a du ressentiment. Il y a un vif sentiment d'humiliation. Enfin, le troisième groupe, c'est le nôtre. C'est les pays qui ont peur. C'est-à-dire qui ont des privilèges, des acquis, de la richesse, de la prospérité. Enfin, moins depuis quelques jours, là. Mais quand même, qui ont tout ce qu'il faut pour survivre et qui tout d'un coup voient arriver ces gens qui sont en colère et qui se demandent, mais dans quel sens et comment est-ce que ça va se retourner contre nous? Voilà le point de départ donc de
d'une analyse qui est une analyse de la passion sociale, une analyse qui est très riche. C'est un livre qui est d'une extraordinaire richesse et qui nous montre qu'en fait, les autres sont des barbares quand nous avons décidé de les réprimer. C'est-à-dire que nous leur donnons des qualités, en fait des prédicats plus exactement, quand nous jugeons que notre répression qu'on va exercer à leur endroit est justifiée. Et ça, on le voit donc dans l'islamophobie qui est croissante aujourd'hui en Occident. En fait, c'est la civilisation, ou celle qui se prétend civilisation, qui s'oppose à cette barbarie, ou ce qu'elle prétend être une barbarie. Finalement, c'est la civilisation qui affronte la barbarie. C'est-à-dire que ce conflit de la civilisation et de la barbarie, c'est un des grands mérites de ce livre. C'est de nous inviter à penser les concepts de civilisation et de barbarie toujours au singulier, jamais au pluriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la civilisation, c'est une caractéristique morale qui peut être à plusieurs degrés dans diverses cultures. La barbarie, c'est la même chose. Il n'y a pas les barbares et les civilisations, comme la civilisation occidentale de l'autre côté. La civilisation, en fait, est ce qui se détache de la barbarie. C'est une idée qui est très ancienne. Todorov connaît bien l'histoire. Vous savez, le mot barbare nous vient des Grecs. Barbare, ça veut dire ceux qui ne peuvent pas dire baba en grec. Donc ils sont bredouillants. Ils ne peuvent même pas amorcer 2 syllabes grecques. Alors Hérodote, Platon se sont moqués des barbares. Ils les ont décrits comme transgressant les lois les plus fondamentales de l'humanité. Par exemple, ils sont incestueux. Ils ne connaissent pas la pudeur. Ils sont animaux, ils vivent en tribus isolées, mais surtout ils sont violents. C'est-à-dire que le barbare par essence, c'est le Go et le Visigoth. C'est-à-dire celui que dans nos manuels scolaires, on voit arriver les longs cheveux, les selles de cuir et qui défonce et il va faire des choses terribles. Et donc c'est effectivement... Il est violent par définition. Il est violent par définition, il va massacrer. Et la définition et voilà pourquoi on a peur. Voilà pourquoi on a peur, exactement. Et la définition, donc, de ce barbare, Todorov la propose, c'est la négation de l'humanité. C'est-à-dire que le barbare, c'est celui chez qui on voit un refus, si vous voulez, de l'humanité de l'autre. Ce n'est pas le sauvage. Parce que le sauvage, c'est l'Indien, l'autochtone, tel qu'on l'a trouvé et qu'on respecte dans sa sauvagerie. Il va évoluer vers nous, mais il n'est pas engagé dans un processus de négation de nous. La barbarie, le barbare, c'est celui donc qui est en face de nous. Alors, pour Todorov, la civilisation, c'est donc évidemment le contraire de la barbarie, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui est moral, c'est quelque chose qui peut émerger à divers degrés dans la culture. C'est quelque chose qui va vers l'universalité. Il cite Montesquieu, j'aime beaucoup ça, j'aime toujours lire Montesquieu. Je trouve que Montesquieu dit très très bien ces choses-là, c'est-à-dire que Montesquieu avait décrit au XVIIIe siècle l'émergence de ces traits, de cette harmonie des cultures qui sont par définition plurielles. Vous êtes né dans une culture, un tel est né dans une autre, et leur comparaison est quelque chose que nous ne pouvons pas instaurer avec des principes qui sont clairs. On ne pourrait pas dire, par exemple, je sais pas moi, que la société française est très supérieure à la société allemande ou qu'elle est très supérieure à la société brésilienne. Les cultures premières, pour parler comme Fernand Dumont, sont des terreaux fondamentaux où nous naissons et les comparer est a priori inaccessible à l'esprit. Alors que on peut pas juger des cultures. C'est la thèse de Todorov. Vous allez voir, il y a quelques petites difficultés là-dessus. Mais on ne peut pas juger des cultures premières. Ce qu'on peut juger dans une culture, c'est sa participation à l'idée de la civilisation, c'est-à-dire ce qu'elle incorpore des idéaux universels de la civilisation, comme par exemple les droits de la personne ou des caractéristiques de ce genre. Donc, est-ce qu'elle est empreinte de cette morale? Oui, est-ce qu'elle accepte, disons, le cheminement universel vers l'expérience morale, effectivement. Oui, c'est une bonne façon de dire les choses. De ce point de vue-là, on pourrait dire que Todorov est très très proche, c'est une famille d'esprit, sincèrement, c'est la même famille que Charles Taylor, c'est la même famille qu'Axel Honneth, c'est la même famille que tous les penseurs qui valorisent la pluralité des cultures. On ne peut pas penser à réduire les cultures. Les cultures sont plurielles par essence, elles doivent le demeurer, mais au sein de chacune,
la civilisation peut croître. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok, donc comment il faut comprendre la civilisation, là, pour résumer? Eh bien, la civilisation, c'est le détachement qu'opère une culture de la barbarie, c'est-à-dire c'est la reconnaissance donc de la pleine humanité de tous les autres. Et d'ailleurs, la première caractéristique que va lui donner Todorov, et qui me semble admirable dans son livre, c'est le respect de la pluralité en son sein. Une culture qui est civilisée, c'est une culture qui accepte à l'intérieur d'elle, en quelque sorte, en cohabitation avec son identité fondamentale, la pluralité. Vous vous êtes moqué un peu de la déclaration de Mario Dumont. Vous avez raison, je partage un peu c'est un peu une détresse que j'ai en entendant Mario Dumont se moquer donc de la pluralité. On sent chez lui cette peur de l'autre. Eh bien, cette peur de l'autre, a priori, elle ne peut pas nourrir la civilisation en nous. Car la civilisation en nous, c'est ce qui accepte la croissance de cette pluralité et qui va faire concourir la pluralité, donc, à notre évolution vers la diversité et la civilisation. Vous savez, il y a une chose très très intéressante